Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les responsables du mouvement de contestation suspendent les discussions avec l'armée soudanaise pour la formation d'un gouvernement civil. Les contestataires appellent à intensifier les manifestations pour réclamer le transfert du pouvoir au peuple. L'accord de paix signé peine à être appliqué au Soudan du Sud. L'entente prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale au mois de mai. Mais l'opposition demande un report de 6 mois pour permettre le retour de l'opposant Riek Machar, exilé au Soudan. Et la gendarmerie algérienne a procédé ce lundi 22 avril à une vaste opération anticorruption. 5 milliardaires proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika ont été arrêtés dans le cadre d'une information judiciaire pour notamment trafic d'influence. 12 jours après la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019, les contestations se poursuivent au Soudan. Les manifestants continuent de réclamer le transfert du pouvoir à un gouvernement civil, chose promise par le Conseil militaire de transition, présidé par Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, qui a tenu sa première interview télévisée depuis la chute du président Omar el-Béchir. Il a annoncé que le Conseil militaire s'engageait à transférer le pouvoir au peuple. Mais malgré cette annonce, les responsables de la contestation ont décidé de suspendre les discussions avec l'armée concernant la composition d'un gouvernement civil et ont appelé les manifestants à intensifier le mouvement pour dire non à une junte militaire. Écoutons à ce propos l'analyste politique Siaka Koulibaly. Les contestataires ne sont pas du tout satisfaits par la tournure que prennent les événements après le départ d'Omar el-Béchir. Donc ils veulent vraiment opérer un changement de fond par la mise en place de personnalités totalement indépendantes du système d'Omar el-Béchir. Je pense que c'est pour cette raison que la contestation continue, malgré que Béchir soit parti du pouvoir. On a vu ailleurs où le peuple a fait une entière confiance aux dirigeants de la transition, comme au Burkina Faso. Cela a entraîné pas mal de difficultés par la suite. Donc ici, je crois que cela a éclairé les peuples algériens et soudanais dans la conduite donc, de ce changement de régime-là. Également dans l'actualité, le Mali a un nouveau Premier ministre depuis ce lundi 22 avril. Il s'agit de Boubou Cissé qui succède à Soumeylou Boubèye Maïga, démissionnaire de son poste le 18 avril alors qu'il était visé par une motion de défiance. Le nouveau chef de la primature, Boubou Cissé, était à la tête du ministère de l'économie dans le gouvernement précédent. À 47 ans, il est réputé pour être un homme de consensus, même si l'opposition regrette de ne pas avoir été consulté avant sa nomination. Il devrait prendre ses fonctions ce mardi au cours d'une brève cérémonie. Au Soudan du Sud, un gouvernement de transition d'union nationale doit être formé le 12 mai selon les termes de l'accord signé en septembre 2018, un délai que les autorités actuelles entendent faire respecter, mais l'opposition de son côté demande un report de 6 mois pour permettre le retour du chef rebelle Riek Machar, exilé au Soudan dans les meilleures conditions. Nelly Claude Bessa. L'opposition sud-soudanaise a demandé le report de la formation du gouvernement de transition attendu en mai 2019. Cette requête de l'opposition s'accompagne d'une prolongation de 6 mois pour la mise en œuvre des prochaines étapes de l'accord de paix. Pour l'opposition, la précipitation à former le gouvernement d'union de transition le 12 mai est injustifiée alors que les questions en suspens, telles que l'unification des forces armées, les arrangements en matière de sécurité, le nombre d'États et la promulgation de la Constitution ne sont pas encore résolues. La formation du gouvernement de transition qui, dans le fond, est un gouvernement d'union nationale, doit être fait en réunissant tous les paramètres de chance et de réussite et ne pas être prise en otage par une ambition politique partielle et qui pourrait donner raison à l'opposition
et ne pas se voir former le gouvernement de transition de façon précipitée. Le gouvernement sud-soudanais, quant à lui, a rejeté l'idée d'une prolongation, une attitude qui inquiète les observateurs sur l'effondrement de l'accord de paix signé en septembre 2018. Cependant, l'opposition a annoncé que le comité chargé de superviser les étapes initiales de l'accord de paix examinera la demande de prolongation de 6 mois. La demande de l'opposition doit être examinée avec attention, de sorte à ne pas franchir une étape capitale qui pourrait remettre en cause le processus de paix et qui a engagé tous les belligérants de la scène. Alors, ce qui fait que le côté gouvernemental est bien obligé de voir dans quelle mesure les griefs soulevés par l'opposition sont valables et nécessitent donc que soit reportée la formation du gouvernement de transition. Au Soudan du Sud, l'accord de paix signé en septembre 2018 en Éthiopie entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar a mis fin à 5 années de guerre civile et en fait près de 400 000 victimes et des millions de personnes déplacées. En Algérie, la gendarmerie a procédé le 21 avril à une vaste opération anticorruption. 5 milliardaires ont été arrêtés, dont 4 des frères Kouninef, une puissante famille d'hommes d'affaires proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril. Ils sont visés par une information judiciaire pour notamment non-respect des engagements contenus dans des contrats conclus avec l'État, trafic d'influence pour obtenir d'indus avantages et détournement de foncier. Une opération main propre qui laisse sceptique une partie de la population. Écoutons à ce propos le journaliste Faisal Metaoui. La justice algérienne a ouvert depuis un certain temps, notamment depuis le début du mouvement de contestation populaire contre le régime en place le 22 février dernier, une série d'enquêtes actionnées notamment par l'armée, par le commandement de l'armée, puisque le général Ahmed Salah, qui est vice-ministre de la Défense et également chef d'état-major de l'armée, a évoqué la nécessité de lutter contre les affaires de corruption, lutter également contre ceux, selon lui, qui ont transféré beaucoup d'argent des Algériens vers l'étranger d'une manière illégale et qui ont bénéficié de beaucoup de privilèges sans contrepartie. La justice, globalement, à la demande de l'armée notamment, voudrait poursuivre tous ceux qui ont détourné l'argent, puisque dans les marches populaires en Algérie, on a vu que les Algériens réclament la justice, réclament des comptes à ceux qui ont volé, selon eux, l'argent des Algériens. Et donc la justice et l'armée, ou l'armée à travers la justice, voudrait répondre positivement à ces demandes et à ces demandes de justice, bien que les juristes et certains analystes estiment que la lutte contre la corruption doit se faire dans un cadre serein et transparent et non pas dans un cadre qui peut ressembler à un règlement de compte. La 7e édition du Festival international du café et du cacao Festicofi s'est clôturée le 21 avril à Yaoundé au Cameroun. Cet événement s'est tenu alors que les performances du café camerounais sont en berne, l'occasion d'exposer une réflexion sur les solutions pour le sauvetage de la filière. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les experts réunis dans le cadre du Festicofi 2019 tablent sur l'urgence d'agir maintenant pour le café camerounais. Selon les statistiques, en 20 ans, la production nationale du café est passée de 130 000 tonnes à 25 000 tonnes, d'où l'urgence des réflexions sur la renaissance du café camerounais. Alors pour nous aujourd'hui, avec 90% de Robusta et près de 10% de la production d'Arabica, il est important de gagner un peu, de maintenir ce secteur, de consolider tout ce qui a été fait, mais consolider ces actions-là, c'est renforcer les producteurs, c'est-à-dire les rajeunir, c'est de mettre à leur disposition, de leur faciliter l'accès au matériel végétal approprié. Voilà un peu tout le concept aujourd'hui qui revient à agir pour le café. Oui, il est bon aujourd'hui d'agir pour le café parce que les jeunes commencent à s'intéresser à la production du café. Alors que les terres camerounaises sont fertiles et propices à la culture des variétés Arabica et Robusta, la filière café est confrontée à un ensemble de difficultés qui mettent à mal le secteur. Il s'agit notamment de la rareté des plants, l'indisponibilité des intrants et l'abandon des plantations dans les bassins de production. Parce que là, la matière végétale, les semences par exemple, il faut des bonnes souches. Mais quand même, un grand effort est fait là-dessus. Il y a par exemple le gouvernement et certains organismes qui mettent à la disposition des agriculteurs des semences quand même de bonne qualité.
on vient, vous donne les semences, vous faites votre pépinière, vous êtes sûr du processus et puis le premier entraînement a été reçu dans ce sens-là. Pour les responsables du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, la filière café fait face à des enjeux multiples, dont le premier semble aujourd'hui être celui de sa propre survie. Il faut procéder à la sensibilisation des opérateurs et du grand public sur les opportunités d'affaires et des débouchés qu'offre cette filière porteuse. Au Congo, la 16e journée du championnat national d'élite directe Ligue 1 a été riche en rebondissements. Le 21 avril, l'Étoile du Congo a pris le dessus sur les Diables Noirs. Cette victoire lors du derby de Brazzaville permet à l'Étoile du Congo de se retrouver deuxième de la Ligue. Le résumé de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'Étoile du Congo a réalisé une véritable remontada pour venir à bout des Diables Noirs ce dimanche 21 avril 2019 lors du derby de Brazzaville. C'est pourtant les Yakadiamama qui ont ouvert le score par Costaud à la 30e minute. Au retour des vestiaires, les Noirs et Jaunes ont enfoncé le clou à la 49e minute par Prince Obongo. Mais les Stéliens ont vite réagi par la réduction du score sur ce pénalty transformé par Del Dingoï à la 57e minute et l'égalisation de Yann Mokombo à la 65e minute. Ce n'est pas fini car 3 minutes après, Del Dingoï a offert la victoire à son équipe en inscrivant son doublé. L'Étoile du Congo l'emporte par 3-2 à la satisfaction de l'entraîneur. Quelle que soit la manière, un derby se gagne, ça ne se joue pas. Aujourd'hui, il fallait jouer gros parce qu'en face, il y a l'histoire. C'est l'Étoile Diable Noir. Et moi, je dis, la deuxième mi-temps est superbe. C'est vrai qu'on donne un but cadeau, on peut l'éviter. Mais après, le mental. C'est ce mental-là qu'on veut pour faire grandir ces jeunes-là. Et surtout au plan tactique, ça a été super. Les Noirs et Jaunes ont manqué l'occasion de prendre le large sur leurs poursuivants. Mais l'entraîneur a imputé la mauvaise gestion de l'avance de 2 buts à l'inefficacité de son effectif actuel. C'est pas moi qui ai fait le recrutement. Je ne vais pas me cacher derrière ça. Mais si et seulement si le club me gardait en fin de saison, je ferai mon propre recrutement. Et il y a beaucoup de joueurs que je verrai leur cas. Ce qui s'est passé cet après-midi, pour moi, que ce soit mon staff et les joueurs, c'est une vraie faute professionnelle. Grâce à cette victoire à l'arraché, l'Étoile du Congo occupe la 2e place du classement provisoire avec 29 points et une meilleure différence de but par rapport à son adversaire du jour qui compte le même nombre de points. L'AS Otoo demeure leader avec 44 points à l'issue de la 16e journée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.